on disait que les étudiants se retrouvent avec à peine 50 € par mois. Finalement, c'était ce que vous viviez. Exactement. Quand tu vois la taille d'un panier à 50 € avant et la taille d'un panier de courses maintenant à 50 €, tu manges même pas pour une semaine, quoi. En France, on compte 3 millions d'étudiants. Un tiers d'entre eux affirment sauter des repas et la moitié doit travailler en plus de leurs études pour vivre. L'existence de précarité chez les jeunes ne fait plus de doute, mais combien sont-ils au juste ? Estimer ce chiffre est plus compliqué que ce que l'on pense. Il existe plusieurs façons de calculer l'indicateur de précarité étudiante et elles donnent toutes des chiffres très différents. D'après le premier indicateur, réalisé par HAL Sciences, 68,5% des étudiants seraient en situation de précarité. Selon le deuxième, c'est 27,1%. Et si on se fie au dernier, réalisé par l'Observatoire de la vie étudiante, seuls 4,6% des étudiants vivraient sous le seuil de pauvreté. Calculer la précarité étudiante semble difficile, mais la constater et mesurer son impact sur les jeunes, c'est possible, et c'est de cela dont nous parlons dans ce On vous en dit plus. Alors comme moi, Noam, tu as peut-être vu ces files d'attente devant les Restos du Cœur avec ce détail qui a changé récemment. De plus en plus de jeunes dans ces queues pour avoir des repas gratuits. Les étudiants ont donc du mal à boucler les fins de mois. On les écoute au micro d'Hugo Valentin. J'ai environ 300 €, je pense, environ en plus des petits boulots que je fais à côté et avec les aides au logement et puis mes parents qui m'aident aussi financièrement. J'ai l'équivalent de 800 € je crois par mois. Merci les parents et je complète un peu avec le travail à la fac. J'ai juste la bourse mais l'échelon le plus haut, du coup j'ai 600 et quelques de bourse. Pour les jobs étudiants, moi je touche 800 € par mois minimum. Pas d'aide, pas de bourse, seulement je dépense seulement que de mon job étudiant. C'est compliqué mentalement, en fait. Forcément, moi, vu que financièrement, je m'en sors, c'est surtout dur mentalement, en fait. Franchement, oui, oui. Mais après, il faut savoir gérer, on s'en sort comme on peut. C'est difficile financièrement, c'est difficile. Beaucoup de stress d'ailleurs, parce qu'il faut aller bosser d'abord. Et tu finis un peu tard puisque c'est dans la restauration, tu arrives, tu es épuisé. Le lendemain matin, tu dois venir au cours soit à 8h, à 9h, pour finir à 18h et repartir au boulot. C'est vraiment stressant. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus besoin que moi, mais sinon en soi, dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est quand même difficile pour bien manger, juste pour vivre, quoi, avoir une vie à côté. Là pour Noël, par exemple, il faut faire un budget, il faut s'organiser en fonction de l'alimentation, mais aussi des cadeaux pour la famille. Donc c'est pas si facile que ça, mais... Alors ces jeunes-là, ils peuvent compter sur l'aide de bourse, parfois de leurs parents, mais c'est loin d'être le cas pour tous. Un étudiant sur 3 vit avec moins de 50 € pour finir le mois selon des données de l'Union étudiante. Ça se traduit sur le logement, l'alimentation et la santé mentale. C'est un sujet lourd, mais qui peut être abordé parfois avec un peu de légèreté. C'est ce que tu essaies de nous montrer régulièrement. C'est ça, et comme souvent, les créateurs britanniques arrivent à nous faire rire sur des thèmes graves. Si vous ne connaissez pas encore la série, je vous conseille French Meat. Donc c'est l'histoire de 6 étudiants qui sont obligés de vivre en colocation et d'enchaîner les petits boulots à Manchester. On regarde un extrait. Paul Lamb, what I've deduced from the evidence since his arrival yesterday, loves cumin, hates society, uses imperial leather in moderation, toilet paper in excess, never yet sighted in person. Paul Lamb, the invisible man. Ça te rappelle des souvenirs de ta lointaine jeunesse, Noam? Je vais dire oui pour te faire plaisir. Sur la lointaine jeunesse ou sur les souvenirs? Comme tu veux. Oui, parce qu'elle est très loin, ma jeunesse. C'est ça. Tu as d'autres conseils culture à nous proposer comme ça pour aborder le sujet? Oui, alors sur un ton un tout petit peu moins humoristique, il y a Le Monde après nous, qui est un film français, un joli film qui raconte l'histoire d'un jeune écrivain qui galère dans la capitale. Ce film s'inspire de scènes réelles de la vie de la réalisatrice, c'est pourquoi on y croit, on s'y voit. On regarde un extrait. Qu'est-ce que t'écris en ce moment? Un roman. Tu crois vraiment que tu vas emmerder les lecteurs avec tes problèmes? On a tous des problèmes. Hein. Et Christine Angot, elle nous a cassé les couilles. Le créneau, il est épuisé. Merci Cécile, on te retrouve évidemment la semaine prochaine. Elle est suivie par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Elle parle régulièrement de santé mentale, d'études et de précarité étudiante sans filtre. Elle a elle-même vécu des années difficiles pendant ses études à Paris. Imen Bounou est avec nous.
Ça va, Imen? Ça va très bien et vous? Très bien, merci. Alors, pour vous connaître un petit peu plus, vous êtes arrivé à 17 ans, à l'âge de 17 ans à Paris. Vous arriviez du Mans. Tout à fait. Vous êtes arrivé seul. Eh oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors, c'était vraiment pour moi une obligation déjà de venir à Paris si j'avais envie de faire des études. Donc c'était beaucoup de stress, beaucoup d'excitation. J'ai débarqué effectivement à 17 ans à Paris, enfin plutôt à Bobigny. Voilà, j'avais trouvé un crous à Bobigny. J'étais très ambitieuse, très excitée à l'idée de cette nouvelle vie. Mais je savais déjà que ça allait pas être évident parce que l'installation n'a pas été évidente. Mais je crois que j'avais une forme de détermination. D'accord. Et alors, à quel moment vous comprenez que ces années d'études vont vraiment être compliquées financièrement? Premièrement, c'est l'administration. C'est déjà extrêmement compliqué en fait, d'avoir un logement crous en Ile-de-France et qui plus est quand on veut se rapprocher de Paris. Moi, j'étais quand même boursière, donc j'avais entre guillemets ce critère qui était un avantage. Mais quand on est boursière, je sais qu'ici et là, on peut lire que c'est une chance, pas du tout. Si moi j'avais la bourse, c'est parce que mes parents sont des personnes qui ont toujours travaillé, mais qui ne pouvaient pas forcément financer des études. Et donc, j'ai quand même été à Paris, mais j'ai été boursière. Et en fait, s'ensuit un certain nombre de nouvelles responsabilités que vous connaissez, celle de se loger, celle de payer ses factures, de remplir son frigo, de se soigner. Très tôt, j'ai compris qu'il fallait que je trouve un travail. J'ai trouvé un travail et il se trouve que je n'ai jamais lâché les travails à côté de mes études pendant ces 5 ans d'études parce que c'était obligatoire pour moi si je voulais subvenir à mes besoins. La bourse, évidemment, ne suffisait pas. On est sur à peine 700 €, même pas pour la plus élevée. À Paris, ça ne vaut rien, clairement. C'est beaucoup. Quand on a payé l'hébergement, bien sûr. etc. Et puis, j'étais quand même dans un logement crous qui était à 500 € de loyer à peu près. Donc, en fait, il ne me restait pas beaucoup d'argent au final. Tout à l'heure, quand on disait que les étudiants se retrouvent avec à peine 50 € par mois, finalement, c'était ce que vous viviez. Exactement. C'était exactement ça. Comment on fait alors? C'est système D? Alors, comme je vous ai dit, on travaille. Et ça... alors, parce que vous aviez pu travailler. Oui, parce que j'avais trouvé un travail. Ça constitue déjà une forme d'inégalité assez grande parce qu'on arrive à l'école plus fatigué, on doit m'aller... Enfin voilà, on a un emploi du temps qui est compliqué entre le travail, mais bien sûr, ça a un impact sur la santé mentale. On se sent un peu tiraillé de partout, on n'a jamais de temps libre. Quand on n'a pas de travail, c'est encore pire. Et je vais vous donner un chiffre. La première barrière, c'est déjà le fait de devoir faire des études supérieures. On compte à peu près 21% d'ouvriers en France, et pour autant, il n'y a que 12% d'enfants d'ouvriers qu'on retrouve dans les études supérieures. En licence, en master, on baisse à 9%. Pourquoi? Pas parce qu'on a de moins bonnes notes ou parce qu'on est des moins bons élèves, mais parce qu'en fait, on a un certain nombre de freins qui vont nous empêcher de faire des études sereinement, d'accéder aux classes supérieures. Là, bien sûr, on parle beaucoup de la précarité économique, mais moi, je vais vous parler aussi de la précarité presque sociale, en fait, de ne pas avoir un réseau, de ne pas avoir des personnes qui peuvent nous aider à trouver un stage dans un certain nombre d'études, et notamment les études qui vont être les études les plus strictes, dans les écoles les plus prestigieuses. Et bien, en fait, on a des stages à trouver. Et si on ne trouve pas ces stages-là, on ne peut pas valider son année. Moi, je vous mets au défi, quand vous avez 17 ans, vous débarquez du Mans comme moi, de trouver un stage en L2 à Paris toute seule. On est en concurrence avec des centaines, des milliers d'étudiants. Fort heureusement, j'ai réussi, mais on est face à un certain nombre de ces freins-là. Moi, je parle clairement de survie, en fait, quand je parle d'études supérieures. Qu'est-ce qui vous faisait tenir? C'est une histoire personnelle en fait, c'est le parcours de mes parents où je sentais qu'on était sur un héritage qui était derrière moi, de mes parents qui se sont toujours battus pour qu'on puisse accéder aux études, et donc j'avais une forme de responsabilité qui était quand même lourde à porter. Normalement, à 17 ans, 18 ans, on doit seulement avoir envie de faire des études. Moi, j'avais ça, et donc j'ai pas lâché, mais je veux quand même dire que là, évidemment, moi je parle, j'ai une plateforme, etc., mais combien de personnes ont lâché? Je vous parlais des 12% qui basculent à 9%, mais moi je vous parle même du Mans en fait. J'en connaissais des étudiants, des écoliers, des collégiens, des lycéens beaucoup plus brillants que moi, qui étaient beaucoup plus acharnés d'école, qui n'ont pas réussi parce qu'en fait la réalité était beaucoup trop dure. À quoi ça ressemble justement une journée type quand on est étudiant, qu'on doit concilier les études, le travail, j'allais dire les devoirs, mais bon, tout ce qu'il y a à rendre en plus à côté, les partiels peut-être. Comment on fait? Ça ressemble à quoi une journée type? Je vais vous parler de ma boîte mail. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un tri dans ma boîte mail et je suis revenue à l'époque où j'étais étudiante. C'est simple, mes mails, c'est « Pardon, désolé, je rends ce devoir beaucoup trop tard parce que je viens d'arriver du travail ». Le mail envoyé à 00h30, c'est « S'il vous plaît, à l'administration, j'ai absolument besoin de ce papier, sinon je vais perdre mon logement ». C'est des excuses à
tout va, c'est des vraies recherches d'aide en fait. Et c'est pour ça que moi je respecte beaucoup les étudiants qui, parce qu'ils ont besoin, vont dans des files alimentaires, enfin vont demander, vont à la soupe populaire, et je pense notamment à ce que fait Linky, parce que c'est pas évident en fait. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de parcours de réussite, on a l'impression que tout va bien pour tout le monde, et cette réalité-là de la pauvreté, de la précarité étudiante, elle n'existe pas. Donc on peut aussi beaucoup se culpabiliser, se dire que c'est peut-être nous le problème. Et encore une fois, comme je l'ai dit, dans une seule classe, il va y avoir, plus on monte en termes d'années, moins on a de personnes qui viennent de milieux pauvres. Donc en fait, on est tout seul. Et cet isolement, il est extrêmement dur. Donc si on a un peu de chance, on se trouve un ami qui vit ces situations-là. Si on n'en a pas, en fait, on vit presque caché. Moi, je me souviens que je refusais les cafés, les verres avec mes camarades de classe le soir, parce qu'en fait, moi, je ne peux pas payer 8 € chaque soir. C'est clair, je peux pas... j'avais un peu honte, en fait, de ne pas pouvoir payer. J'ai pas fait les voyages scolaires parce que, pareil, j'ai jamais fait d'Erasmus. Pourquoi ? Parce que même si, encore une fois, on a un tissu d'aide sociale qui existe pour pousser les jeunes à aller faire des études quelques mois à l'étranger, moi ça voulait dire que pendant quelques mois, mon loyer Crous, en fait il fallait que je le paye alors que j'y étais pas, et si j'y renonçais, comment j'allais retrouver un logement? C'est une autre réalité en fait quand on est en études supérieures et qu'on vient d'un milieu précaire. Dernière question sur tout ce que vous faites sur les réseaux, justement, parce que vous racontez sur les réseaux vos galères d'étudiantes notamment. Pourquoi vous avez choisi de faire ça, de raconter? Pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi c'est important pour moi? Je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu balcon vu sur privilège. Tout est rose, tout est riche, tout va bien. Et moi, je voulais montrer une réalité qui était celle de mon époque, en fait, à l'époque où j'ai lancé mon contenu. J'étais étudiante en situation de précarité, j'étais au Crous de Bobigny, j'avais vécu dans des logements insalubres, j'avais galéré à trouver des stages, et je voulais montrer cette réalité, non pas juste pour la raconter, mais parce que moi, je crois beaucoup à la solidarité entre pairs, et je savais qu'il y avait des personnes comme moi qui existaient. Encore une fois, on n'est pas beaucoup dans les classes, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui viennent du Mans, ou qui viennent de petites villes en France, qui se sont retrouvées dans des villes immenses comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, tout seuls, et qui ont galéré, et je voulais montrer assez simplement en fait des solutions pour s'en sortir, et un autre récit qui n'est pas celui que l'on retrouve en masse sur internet de un tel il a arrêté l'école à 17 ans et puis il a créé une boîte, ou un tel a fait un doctorat, ou enfin je sais pas. Je voulais montrer une réalité assez simple en fait, qui est celle que j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de motivation, beaucoup d'ambition. Bon, ça coûte pas d'argent, ça donne pas d'argent, mais ça m'a motivée pendant 5 ans. Et donc, j'ai donné des conseils, franchement, très terre à terre. Moi, j'ai bien aimé les exemples d'influenceurs qui, justement, dédramatisaient, parce que j'ai toujours dédramatisé. J'ai jamais pleuré devant ma caméra. J'aurais pu un certain nombre de fois, parce que j'ai montré toutes les problématiques sans phare de la précarité étudiante. Mais je montrais avec sourire et avec volonté que, en fait, il fallait que je continue parce que j'avais pas le choix. Et maintenant, ça fait 7 ans. J'ai que des bons retours. Je pense que j'ai reçu peut-être des milliers de messages de personnes qui m'ont dit merci, parce que cet espoir-là, c'est ce qu'il m'a fallu pour continuer. Parce qu'encore une fois, on est face à des vents contraires. On sait qu'on est dans un pays qui s'appauvrit de plus en plus, avec une jeunesse qui a de plus en plus de difficultés à tous les niveaux. Et donc, j'espère avoir donné un message de positivité et de courage. La précarité étudiante est plus présente qu'on ne le pense. On en parle justement avec Imen. Elle concerne une grande partie des étudiants qui sont tous plus ou moins touchés. Pour constater ce phénomène et tenter de mesurer l'impact sur les études et sur la santé mentale, notre journaliste Hugo Valentin s'est rendu à Tours pour suivre le quotidien d'une étudiante et voir comment elle conjugue stress lié à la précarité et ses études. Évidemment, on regarde. Bonjour, je choisis ce que je veux du coup. Vous avez le droit à... 1 à 2 fois par mois, Anna, 20 ans, étudiante en psychologie, vient à cette distribution alimentaire. Merci. Des produits frais et locaux, mais surtout gratuits, cela lui permet d'économiser un peu. Quand tu vois la taille d'un panier à 50 € avant et la taille d'un panier de courses maintenant à 50 €, tu manges même pas pour une semaine, quoi. Voilà, après je n'ai jamais sauté de repas, je suis hyper bien entourée, j'ai ce qu'il faut. Être étudiant, cela veut dire payer des charges comme un adulte sans le salaire qui va avec. Une situation rapidement compliquée sans aide financière. C'est pour cela que l'association Les Bonnes Mines a mis en place ces distributions depuis maintenant 3 ans et demi. Alors l'association, elle s'est créée suite à plusieurs malaises à la bibliothèque d'étudiants qui n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. C'est le dernier, moi, qui m'a traumatisé, qui est parti à l'hôpital. Il n'était pas bien du tout et son copain nous avait dit qu'il n'avait pas mangé depuis 3-4 jours. Donc avec des collègues, on s'est dit, voilà, il faut faire quelque chose. Ces distributions alimentaires sont très prisées des jeunes. Ce matin, 256 étudiants étaient présents, un chiffre en hausse chaque année. Se nourrir relève parfois du casse-tête. Un tiers des étudiants affirment sauter des repas.
Ça va? Ça va et toi? Anna touche 300 € par mois sans payer de loyer. Ses amis, avec qui elle révise souvent, ont 570 et 830 € par mois pour régler leurs charges. Mais il y a QCM dans clinique, psychobio, travail, géronto. On a 4 QCM. Cela implique des calculs et quelques inquiétudes, et ce n'est pas sans répercussion sur leurs études. Il y a forcément ce truc du ah ouais, bah là j'y pense, bah du coup on est en décembre, il va falloir que je fasse les achats de Noël. Ah ouais, mais là je paye mon loyer le 10 et puis l'électricité c'est le 24. Ah ouais, du coup ça veut dire qu'il me restera ça. Enfin, il y a tout un calcul, donc forcément ça impacte. Moi, ce qui m'impacte vachement en ce moment, c'est la régule d'électricité là qui va arriver bientôt, bien salée là. Et là pour le moment, ma régule, elle est estimée à 200 balles. Que tu dois? Que je dois. Malgré tout, pour Anna, la pression financière reste moindre. Ce stress-là par rapport à l'argent, je l'ai pas autant. J'ai mes parents derrière, donc voilà, moi je suis pas autant stressée. La précarité des étudiants dépend avant tout des ressources de leurs parents. 46% d'entre eux vivent grâce à leurs parents, l'autre moitié doit se prendre en charge, et plus il y a de dépenses, plus il y a un impact sur les études. Alors, pour échapper au stress scolaire et financier, Anna a trouvé son remède, la course à pied. La semaine, à Tours, comme le week-end chez ses parents, elle se défoule pendant 1 heure. C'est vrai que dans ces moments-là où on ressent un peu du stress, surtout en fin de semestre, ça me permet vraiment de sortir de mon quotidien. Près d'un étudiant sur 2 se sent mal mentalement et plus d'1 sur 3 pense à arrêter ses études en raison d'un mal-être, une des causes de la précarité. Des solutions concrètes existent face à cette urgence. Auteur de Fin d'études au Seuil, prof à Sciences Po, il est le fondateur de l'association Linky qui récupère des invendus alimentaires pour redistribuer, notamment aux étudiants. Depuis 2020, ses équipes voient défiler chaque semaine des milliers de jeunes en difficulté. Julien Mémon est avec nous. Julien, avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, expliquez-nous Linky, ce que c'est, comment ça fonctionne concrètement, pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est. Alors c'est un truc assez simple. Il y a 2 problèmes en France, en tout cas parmi les problèmes. Hein. Il y en a 2. Il y en a un qui est la précarité qui augmente chaque année. La précarité des gens en général et des étudiants en particulier. Et l'autre problème, c'est le gaspillage alimentaire. On gaspille beaucoup. Il y a 10 millions de personnes en précarité, il y a 10 millions de tonnes par an d'invendus qui finissent à la poubelle. L'idée de Linky, c'est qu'on va récupérer les invendus, on va les transformer en aide alimentaire pour faire une aide alimentaire de qualité, parce que les invendus qu'on récupère, ils sont frais, ils sont souvent bio, ils ne sont pas périmés et ils sont parfaits pour la consommation humaine. Ouais. Vous avez un grand réseau, comment ça se passe au quotidien? C'est un énorme travail qui est invisible, parce que ce qu'on voit souvent, c'est les distributions, et c'est des belles distributions, mais la partie invisible, immergée de l'iceberg, elle est considérable. C'est un travail qui se fait très très tôt ou dans la nuit, qui commence en tout cas à ce moment-là, qui continue toute la journée, pour arriver à fournir des denrées différentes, de qualité, fraîches, en quantité suffisante. Quand on accueille 700 étudiants, c'est quasiment 5 tonnes de nourriture qu'il faut trouver. Et donc on ne peut pas trouver que du pain ou que des navets ou que des courgettes. Donc il faut trouver des fruits, des légumes, des plats préparés, du chocolat, des viennoiseries, des jus de fruits, du lait frais, etc. C'est ça qu'on fait, c'est ça que font toute une partie des équipes de Linky. Identifier les commerces qui ont des surplus alimentaires, aller les récupérer en déplaçant une logistique adaptée pour ensuite livrer les distributions. C'est un énorme boulot. Et distribution dans une 30aine de villes, c'est ça en France aujourd'hui? Non, un peu moins que ça, mais on a plutôt une dizaine de villes. D'accord. Mais dans ces villes, on est présent de façon très régulière. Donc on est présent toute l'année. Y compris pendant les vacances scolaires, évidemment, y compris les jours fériés. Et donc, on assure une sécurité aux gens qu'on aide. On leur dit pas, non, attendez, on est là, mais sauf que dans un mois, on ne sera pas là, ou dans 2 mois, on ne sait pas trop. Enfin, voilà, on est là de façon régulière. C'est un vrai repère. C'est ça, exactement. Et vous constatez, la tendance, c'est quoi? Il y a de plus en plus de demandes, vous sentez que c'est fragile? Ah oui, on a pris la parole sur ce sujet. Il y a une situation catastrophique en France. Il y a de plus en plus de demandes, de moins en moins d'écoute, je pense, malheureusement. Et pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'étais à Lyon. On a ouvert les inscriptions pour 1000 colis alimentaires. 1000 colis alimentaires de 7 à 8 kilos. Ça a été parce que les étudiants se préinscrivent. Comme ça, on sait si on doit distribuer 500 colis, 600 colis, 300 colis, etc. On en avait 1000 ouverts pour la semaine. Ça a été réservé en 15 minutes.
Et donc après, on a des appels, on a des mails d'étudiants qui disent bah, moi je veux un colis, est-ce que. Voilà, et on dit bah non, on ne peut pas t'accueillir cette fois-ci, semaine prochaine. Mais donc oui, ça a augmenté. Et parallèlement à ça, il y a moins d'intérêt, en tout cas du côté des responsables politiques, pour changer les choses. Et je pense, et on est nombreux à penser, qu'il faut absolument changer les choses parce que cette situation ne peut pas durer. Quel message vous leur passez justement aujourd'hui aux responsables politiques, à l'État? De quoi avez-vous besoin? Il y a besoin d'une politique publique de déprécarisation des étudiants. Et alors là, je reprends ma casquette d'enseignant en sciences politiques, mais je crois que ça fait des décennies que tous les pouvoirs en place ont mis la poussière sous le tapis, n'ont pas voulu voir la précarité des étudiants en général, pas que alimentaire, en santé mentale, précarité, en accès aux droits, en accès aux soins en général, qui gonflait d'année en année, du fait des changements de l'enseignement supérieur, ce que Imen a tout à fait bien décrit à travers son exemple personnel, mais qu'elle décrit avec beaucoup d'intelligence et d'efficacité. Aucun des gouvernants n'a voulu voir ces évolutions. Tout le monde s'est dit non mais la chaudière va peut-être pas exploser tout de suite. Ouais, attendons encore un petit peu, attendons 6 mois, peut-être dans 1 an. On va juste bouger un petit peu les bourses. On va les revaloriser, on va créer un échelon supplémentaire. Et en réalité, cette précarité a augmenté chaque année. Et aujourd'hui, elle atteint des niveaux qui sont des niveaux qui font qu'on ne peut pas l'éviter. Et les distributions alimentaires qui ont été mises en place par Linky, et puis ensuite il y a d'autres associations qui ont récupéré ou essayé de faire la même chose. Et puis il y avait plein les bonnes mines à Nantes là, qui existaient, à Tours pardon, qui existaient aussi, ont fait des choses et font des choses à Tours qui sont formidables. Ces associations ont rendu visible à l'opinion publique le fait que des étudiants ne mangeaient pas à leur faim. Et donc s'ils ne mangent pas à leur faim, ça veut dire qu'ils hypothèquent leurs études. Ça veut dire qu'ils hypothèquent les chances qu'ils avaient au départ pour changer de vie et pour apporter de la richesse au pays. Parce que tous ces jeunes se forment pour devenir les cadres de demain. Donc un pays qui n'accompagne pas ces jeunes, qui ne veut pas voir qu'ils ne mangent pas à leur faim, qui n'arrive plus à dormir, qui n'arrive plus à se chauffer, qui n'arrive pas à trouver une existence pas luxueuse, juste les éléments basiques de l'existence, c'est un pays qui abandonne ses jeunes. Et un pays qui abandonne ses jeunes, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Un mot sur votre livre, pour terminer. Bien sûr. On retrouve, j'imagine, tous ces éléments-là dedans. Et un peu plus. Et un peu plus. Dites-nous en plus. Alors, ce livre, Fin d'études, c'est un petit livre sur l'histoire de la précarité étudiante. Donc, il est très court. Il est, j'espère, pas trop dense, mais en tout cas étayé, pour que ce ne soit pas juste un point de vue, mais que ce soit une histoire. Alors, ça ne parle pas de mon association, en l'occurrence, de l'association que je préside. Ça parle de l'histoire de la précarité étudiante en France, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, des modèles européens qui existent, alternatifs, de quelques solutions qui existent qui permettraient peut-être de sortir de l'ornière. Et ça détaille, en quelque sorte, les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Avec globalement un point qui a été évoqué par Imen tout à l'heure, mais qui est la question de la massification de l'enseignement supérieur. Songez qu'en 1960, il y avait 300 000 étudiants, on est en 2026, il y en a plus de 3 millions, et que les nouveaux étudiants qui sont arrivés à l'université, aujourd'hui, sont des étudiants qui viennent des classes moyennes et des classes populaires, et qui n'ont pas les codes des héritiers qui existaient dans les années 60, dont les parents étaient allés à l'université, et qui avaient non seulement les codes sociaux, et quelques raccourcis, parce que c'était plus facile pour eux, mais qui en plus avaient le petit appartement, la petite chambre, qui était facilement mise à disposition par la famille dans le quartier de la Sorbonne pour aller poursuivre ses études. Ce temps-là est révolu depuis fort longtemps, et les étudiants sont en galère absolue. Et le système des œuvres sociales, des œuvres universitaires, les CROUS, ce système-là est lui-même à bout de souffle, puisque les étudiants qui sont aidés ne s'en sortent pas. Les étudiants qui sont boursiers ne s'en sortent pas. Et tous les étudiants qui sont boursiers disent mais les bourses ne sont pas indexées à l'évolution du coût de la vie. Donc on a un système qui, globalement, si je schématise, aide mal ceux qu'il a identifiés et ignore la précarité étudiante, puisqu'on est incapable aujourd'hui en France de recenser le nombre d'étudiants précaires. Tout le monde le voit à la télé, tous les syndicats le disent. Tous les chiffres sont assez cohérents sur le fait que c'est à peu près un tiers des étudiants, donc 1 million de personnes quand même. Sauf qu'on n'a aucun système statistique intégré au niveau national qui permette de le quantifier. C'est le premier point. Il faut quantifier la précarité, la qualifier pour vérifier de quelle précarité il s'agit, et ensuite pouvoir la traiter. Mais il faut que les gouvernants
aujourd'hui, puisqu'on est en pleine discussion budgétaire, et en tête cette question-là, qui ne sera jamais résolue par les repas à 1 euro. C'est clair, bien sûr. C'est très clair et les messages sont passés. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. C'est la fin déjà de cette émission, ça passe vite, 26 minutes. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur notre site internet 20minutes.fr et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis pour ne rien rater de toute l'actualité de 20 minutes, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. On se retrouve évidemment la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, vos programmes continuent sur 20 minutes TV. Merci.